Et puis, une dernière mesure concernant la déduction forfaitaire pour aléa, qui peut être portée à 100% tout en étant toujours au moins supérieur à 50. Voilà en ce qui concerne l'impôt sur le revenu. Et regardons, si vous voulez bien maintenant, la question des entreprises. Et je vais commencer par quelques mesures concernant les grandes entreprises que je vais synthétiser. Pour certaines d'entre elles, elles ne concernent pas directement vos cabinets, et parce qu'elles concernent les grands groupes. Alors, simplement, le premier sujet concerne tout le monde, c'est celui du régime des sociétés mères et filiales. C'est un rappel. Dans ce régime, les sociétés mères ne sont pas imposables sur les produits qui proviennent de leurs filles, sauf une quote-part de frais et charges qui est égale à 5% du montant du dividende perçu. Pour bénéficier de ce régime, il faut répondre à certaines conditions. La première, c'est que la mère possède au moins 5% du capital de la fille. La deuxième, c'est que l'on garde les titres pendant une période d'au moins 2 ans. On pourrait dire la troisième, c'est qu'on exerce une option, mais c'est plutôt une fausse condition, puisque je ne connais pas de cas où l'option ne serait pas favorable. Donc on a 2 conditions. Il y a une question qui était posée sur la première, c'est-à-dire la détention de moins 5%, et on disait, cette détention devait être faite en pleine propriété, détenue en pleine propriété. Et dès lors que les titres n'étaient pas en pleine propriété, on n'avait pas droit au régime RFI. Alors on a eu de la jurisprudence sur ce sujet, notamment lorsque la société mère n'avait que l'usufruit des titres de la fille. Eh bien, la Cour de justice de l'Union européenne a dit on ne peut pas accorder le régime RFI aux usufruitiers, tout simplement parce qu'ils ne sont pas associés. C'est le nu propriétaire qui est associé. Donc, pas de régime RFI à la mère qui n'a que l'usufruit. Cour de justice de l'Union européenne. Et puis, il y a une deuxième disposition de la Cour de Bordeaux, toujours elle, qui devait s'interroger sur la question suivante. Est-ce que les titres détenus en nue propriété pouvaient être retenus dans le quota pour obtenir les 5%. Je prends un exemple pour m'expliquer. J'ai 3% en pleine propriété de ma fille et j'ai 2,5% en nue propriété de ma fille. Est-ce que je peux bénéficier du régime RFI quand ma fille va me distribuer des dividendes? Évidemment, seulement à hauteur de 3%. Eh bien, la Cour de Bordeaux avait répondu oui, qu'on devait tenir compte des titres détenus en nue propriété. Pourquoi? Parce qu'on est associé quand on est nu propriétaire. Et on a mis dans la loi de finances ce dispositif pour préciser qu'on peut détenir les titres soit en pleine propriété, soit en nue propriété. Ce n'est pas exactement ce que l'on attendait ou ce que vous attendiez, parce que le nu propriétaire, il ne perçoit pas de dividende. Donc ça rentre simplement dans le quota. Simplement, si on nous dit dans un texte aujourd'hui que peuvent bénéficier du régime RFI les titres détenus en nue propriété, vous allez bien entendu constater dans les années qui viennent des petits montages subtils, selon les intérêts des uns et des autres, pour faire des distributions de dividendes aux nus propriétaires plutôt que de les faire aux usufruitiers. C'est à peu près sûr que la question se posera ainsi. Donc voilà la disposition principale. Ensuite, on a pris des dispositions sur lesquelles je passerai plus rapidement, parce que ce sont des dispositifs anti-abus. On a considéré que dans certains cas de figure, on ne pourrait pas bénéficier du régime des sociétés mères et filiales si la perception de ces dividendes des filiales procédait d'un montage ou de montage qui aurait principalement pour vocation de faire bénéficier de l'exonération les produits perçus en dehors d'une logique économique. Et cette disposition a été reprise dans la loi et en y retenant le mot « principalement » et non pas ce qui existe dans notre législation à but exclusivement fiscal. C'est une modification essentielle. Simplement, comme c'est dans le texte de loi, à supposer que l'administration considère qu'il y a un montage à but principal de bénéficier de l'exonération, eh bien, elle ne met pas en cause l'abus de droit, elle applique la procédure de redressement contradictoire. Ce sont des groupes où vous avez ce qu'on appelle des produits hybrides. Dans certaines législations, le dividende est déductible
et dans d'autres législations, il est qualifié de dividende, et donc on a une déduction d'un dividende non imposable, c'est fait pour ça. Nous, pour être francs, on avait déjà bien verrouillé notre système de régime RFI en anticipant quelque peu ces dispositions. Et puis ensuite, il y a tous les aménagements qui sont liés à la dispense de retenue à la source versée par des sociétés filiales à des sociétés mères européennes, où on a adapté dans cette loi de finances les dispositions communautaires, notamment ce que je viens de vous dire. Ensuite, vous avez une question qui est importante, qui est celle de l'intégration fiscale, qui devrait normalement changer de nature profonde dans les années qui viennent. C'est une vraie disposition nouvelle, mais provisoire, qui devrait, à mon sens, remettre en cause pratiquement le fondement même de notre intégration fiscale, sans supprimer le régime, bien entendu. Quand on regarde le régime d'intégration fiscale, l'objectif, qui n'est contesté par personne, ni nationalement ni au plan européen, c'est de compenser des résultats bénéficiaires avec des résultats déficitaires de sociétés membres du groupe. La Cour de justice européenne le rappelle clairement, mais il y a d'autres dispositions dans ce régime qui se révèlent favorables aux sociétés intégrées, plus favorables qu'aux sociétés non intégrées. Pour pouvoir être intégré dans un groupe, il faut nécessairement être en France. Et donc les sociétés européennes qui répondraient aux conditions d'une intégration fiscale, parce qu'elles seraient détenues par une société mère française à plus de 95%, enfin à au moins 95%, si elles étaient en France, pourraient être intégrées. Mais comme elles sont en Italie, elles ne peuvent pas. Alors la question qui a été posée dans l'arrêt Steria était la suivante. Les sociétés dans l'intégration fiscale bénéficient de neutralisation. Il y en a plusieurs. Il y a celle de la quote-part des frais et charges sur les dividendes qu'on va traiter. Il y a celle des 12% sur les cessions de titres de participation. Il y a celle qui correspond aux cessions d'immobilisation qui ne sont pas imposables. Il y a celle qui consiste à pouvoir déduire les abandons de créances financiers dans l'intégration et pas en dehors de l'intégration. Oui, toutes ces petites questions qui sont retracées dans le 2058-ER de l'intégration fiscale. Et donc, qu'a dit la Cour de justice de l'Union européenne? Elle a dit, vous avez une filiale européenne a versé des dividendes à une société mère française, eh bien, quand elle les a versés, on n'a pas pu neutraliser la quote-part de frais et charges comme on a fait dans l'intégration fiscale, alors qu'elle répondait aux conditions. Je prends un exemple. Je suis dans un groupe intégré, j'ai une société intégrée qui distribue 100 de dividendes à sa société mère. Qu'est-ce qui se passe? Au plan comptable, résultat comptable plus 100, résultat propre 2058A, moins 100 plus 5, quote-part de frais et charges. Et dans le 2058ER, détermination du résultat d'ensemble, moins 5. J'ai donc fait remonter les 100 en total franchise d'impôt. Mais si je suis une société italienne, je ne peux pas être intégré. Je distribue 100 à la société mère, la même, elle perçoit résultat comptable plus 100, résultat fiscal moins 100 plus 5, mais comme elle n'est pas intégrée, eh bien on est imposé sur 5. Eh bien, ce petit dispositif, qui ne coûte que 1,66% d'impôt sur les sociétés, malgré tout, a été considéré par la CJUE comme étant une disposition qui était contraire à la liberté d'établissement. Pourquoi? Parce qu'elle était incitative, entre guillemets, à venir implanter sa filiale en France plutôt que la mettre dans un pays de l'Union européenne. Et on a reçu une jurisprudence de laquelle on devait tirer des conséquences. Qu'a-t-on fait? On a dit, dans l'intégration fiscale, la réintégration de la quote-part de frais et charges ne sera plus de 5%, mais de 1%. Mais en même temps, on ne la neutralisera plus. Et d'autre part, quand ce sera une société européenne qui distribuera des dividendes à une société mère française, on réintégrera seulement aussi que 1%. Donc avec ce dispositif, on a établi une apparence de respect de tout ça. Simplement, les autres sujets sont devant nous.
Alors pourquoi c'était compliqué? Rapidement, c'est parce que c'est un enjeu financier considérable. Cette petite mesure qu'on regarde négligemment, elle vaut, ou elle valait 2 milliards d'euros. Pas rien. Hein, c'est 2 fois le plan. 2 milliards d'euros. Ça veut dire que si l'État avait gommé la ligne en disant, puisque la CGE ne veut pas que l'on puisse neutraliser la quote-part de frais et charges, je supprime dans le CGI cette neutralisation. C'était possible. La conséquence aurait été qu'il y avait 2 milliards d'euros de recettes budgétaires par an. Mais la recette budgétaire, c'est une charge d'impôt pour les entreprises intégrées. Et c'était trop lourd. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a coupé, on a recherché une neutralité de la mesure. Pas de charge pour l'État nouvelle, liée au 1% des Européens, et pas de charge pour les entreprises nouvelles. Et donc on a pris 1%. Quand vous faites le calcul, fait 2 milliards divisé par 5, fait 400 millions. Vous pouvez à peu près connaître le montant des dividendes distribués par des filiales détenues à 95% dans les grands groupes internationaux. Voilà ce que l'on a fait. Alors évidemment, pour l'avenir, on peut penser que toutes les neutralisations vont subir le même sort. Je traduis. Si je vends des titres de participation intragroupe, les 12% d'intégration n'existent pas. Si je le vends ma filiale italienne, je les ai. Même sanction. Si je vends un fonds de commerce entre sociétés du groupe intégré, pas de plus-value imposable. Si je vends le même fonds de commerce à une société filiale italienne, imposition. C'est une distorsion au principe de liberté d'établissement. On est à peu près sûr que toutes ces rectifications vont être mises à mal au cours des années qui viennent, et peut-être même qu'on aura un système très simple, où on aura supprimé toutes les neutralisations, tous les papiers que vous aviez devant et que vous hésitiez à remplir, peut-être vont-ils être supprimés.